Alors les amis, bonsoir. J'ai une petite confidence à vous faire. Je suis très content de vous voir ici ce soir. Je reconnais quelques visages. Veillez bien à ce que vos téléphones soient éteints. Et normalement, vous avez tous devant vous un petit QR code. Je vous laisse le ranger précieusement et je vous dirai à la fin de la conférence à quoi il sert. Voilà, donc il y a une petite surprise. Je pense qu'on va pouvoir débuter le lancement du second numéro de la revue à mi-chemin. Tout d'abord, bienvenue à l'Institut catholique de Paris. Nous sommes heureux de vous recevoir dans l'amphithéâtre Paul Ricoeur et surtout de pouvoir y accueillir le philosophe et physicien Étienne Klein qui va nous introduire au statut des lois physiques. Avant de présenter notre invité d'honneur, j'aimerais adresser tout de même quelques remerciements chaleureux et surtout bien mérités. D'abord à Madame Mourier pour son soutien indéfectible. Elle n'est pas là ce soir malheureusement, peut-être qu'elle nous rejoindra un peu plus tard. Ensuite, à notre cher doyen Camille Riquet, qui lui aussi arrivera un peu plus tard, pour son investissement pour la faculté. J'en connais peu qui soignent leur revue étudiante comme il l'a fait, sans parler de tout le reste. Nous remercions également la direction de la communication de l'ICP, sans qui nous aurions fait cette conférence entre nous, sinon au Jardin de Luxembourg. Le BDE et tous ses membres, sans qui notre existence serait compromise. Et bien sûr, notre cher comité d'honneur, qui nous suit depuis maintenant 2 ans, Camille Riquier, Emmanuel Falk, qui n'a pas pu être là ce soir. Peut-être est-il en train de préparer une conférence sur Maine de Biran, on ne sait pas. Jérôme de Gramont, Émilie Tardivel-Chic, Charles Boban, qui a été particulièrement efficace sur la correction des articles cette année. Sans oublier Renaud Barbaras, qui a intégré le comité cette année, nous venant tout droit de la Sorbonne Paris 1. Enfin, j'aimerais remercier tout particulièrement les membres des mi-chemin et tout particulièrement les nouveaux venus, ainsi que Laure et Léa, notre graphiste et notre illustratrice, qui nous permettent d'avoir une revue plus que présentable. Donc, je donne tout de suite la parole à Damaris Vein, notre secrétaire générale, qui va vous retracer une brève genèse de la revue, et ensuite à notre président Damien Desmorin, qui va nous introduire doucement mais sûrement au thème de l'année, les lois. Merci Guillaume. Donc l'aventure à mi-chemin a commencé en réalité il y a 2 ans, en avril 2021, quand Damien, Guillaume et moi, nous étions en 2e année de licence de philosophie et que Damien a entendu la doyenne, qui était alors Madame Solignac, déplorer l'absence d'une revue de philosophie étudiante. Et donc ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, donc il est venu nous chercher pour nous embarquer dans cette aventure. À ce moment-là, nous révisions nos partiels, donc nous avons repoussé un petit peu l'échéance. Et ensuite, ça a donné le premier lancement du premier numéro de la revue à mi-chemin en avril 2022, donc l'année passée. Donc le premier numéro portait sur le thème habité, et nous avons accueilli à peu près à la même date le philosophe Fabrice Adjadj, aussi à l'Institut. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de compter un comité d'étudiants qui compte 16 étudiants, alors que nous avons commencé à 7. Et puis un comité d'honneur qui se remplit aussi. Et nous sommes évidemment ravis d'accueillir donc Étienne Klein pour nous parler donc de la question du statut des lois physiques en l'occasion du lancement donc du second numéro qui porte sur les lois. Bon, je donne tout de suite la parole à Damien qui, avec le panache qu'on lui connaît, va nous présenter les lois. Oui. Bon. Oui, tout à fait. Il met la pression, c'est parfait. Donc, nous voudrions ici tenter de circonscrire en quelques minutes simplement la nature du problème des lois et leur rapport à l'expérience, rien que ça. En philosophie et plus particulièrement en phénoménologie, puisque c'est la tradition de la maison de l'Institut catholique de Paris, donc je me risquerai à la chose. En effet, tout ce qui trouve sa place dans la nature est soumis à des lois. C'est ce que nous dit Kant au début de la logique. Que ce soit dans la région de l'inanimé ou dans celle du vivant. La truite descend le cours d'eau selon des règles, ainsi que la colombe prend son libre vol. Aussi, par exemple, la grammaire établit-elle des règles générales en vertu desquelles l'usage d'une langue et sa signification est possible, sans que nous n'en ayons nécessairement conscience lorsque nous parlons. Que nous constations alors dans un domaine de l'étang que règne une absence de règles, cela ne se peut qu'en raison du fait qu'elles nous sont encore inconnues. Donc toute loi qui n'est pas connue
n'est alors pas inconnaissable, mais non encore connu. La question est alors de savoir à quel type de loi l'expérience est-elle alors soumise. Ou bien d'un côté, l'expérience est soumise à la nécessité paradoxale de lois contingentes, lesquelles varient en fonction du référentiel, de telle sorte qu'une pierre ne chute qu'en raison de l'attraction gravitationnelle, mais ne chuterait pas dans un trou noir. Ou bien il y a des lois telles qu'aucune expérience ne peut s'y dérober si elle est une expérience quelle qu'elle soit. Il semblerait à première vue que toute loi de la nature réponde au principe de causalité, lequel énonce d'une part que tout changement de la nature a une cause, et d'autre part que les mêmes causes entraînent nécessairement les mêmes effets, toutes circonstances égales par ailleurs. En somme, si l'éclair tombe sur un buisson, le buisson s'embrasera, puis se consumera nécessairement en raison de sa structure moléculaire. La foudre est alors cause dont l'effet est l'embrasement du buisson. Jusque-là, rien de nouveau. En ce sens, les lois de la nature expriment d'une part l'armature logique de la réalité, d'autre part ce que doit être l'expérience pour être ce qu'elle est. Elle trace le spectre initial qui rend possible le déploiement du phénomène en tant que tel, en sorte que si l'éclair n'embrase pas le buisson, c'est alors que je suis en pleine hallucination. Après qu'il s'est enflammé, le buisson ardent doit nécessairement se consumer. Sans cela, il se peut trouver que je suis en mes pensées, en quelque rêverie, en pleine hallucination, mais je ne suis pas dans la réalité. Dans la nature, donc, tout changement a une cause. Inversement, si le buisson ne se consume pas, ce n'est pas en raison d'une résistance phylogénétique du buisson en tant que tel, mais parce que je suis la cause du non-changement, de cela même qui devrait changer. En d'autres termes, je produis en imagination une interruption causale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tout changement a une cause, je suis alors ici moi-même la cause de ce qui ne change pas, mais devrait pour autant changer. Encore une fois, le principe de causalité est confirmé. Pour la commodité de notre propos, nous reprenons la définition kantienne dans la critique de la raison pure de la loi. La loi est, dit Kant, une condition universelle d'après laquelle un certain divers, c'est-à-dire des phénomènes, est nécessairement posé dans une expérience possible. En d'autres termes, les lois expriment une condition universelle et nécessaire sans laquelle aucune expérience n'est possible, et celles-ci, les lois, rendent alors possible à la fois la liaison des phénomènes entre eux, la foudre entraîne l'embrasement du buisson, et l'expérience en tant que telle, car il faut qu'il y ait un monde au sein duquel la foudre embrase le buisson. Partant, sans ces lois qui structurent notre expérience, tout autour de nous perdrait sa cohérence, nous n'aurions plus aucune capacité d'anticipation, et tout phénomène serait l'occasion d'un étonnement nouveau à chaque instant. C'est à cette sérieuse fantaisie que se livre Kant, lorsqu'il émet l'hypothèse d'un monde chaotique au sein duquel l'expérience se trouverait dans l'absence de toute harmonie. Exemple si cher à Jérôme de Gramont. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous lire ce passage. Quelle est cette hypothèse ? Si le cinabre était tantôt rouge, tantôt noir, tantôt léger, tantôt lourd, si un homme se changeait tantôt en telle forme animale, tantôt en telle autre, si au cours d'une longue journée, la campagne était couverte tantôt de fruits, tantôt de glace et de neige, mon imagination empirique, dit Kant, ne pourrait jamais obtenir l'occasion de recevoir parmi ses pensées la représentation de la couleur rouge et la lourdeur du cinabre. Autrement dit, Kant émet ici l'hypothèse que l'expérience et les phénomènes ne soient plus soumis à des lois nécessaires, que le cinabre, qui est un minéral de couleur rouge, se métamorphose à son gré. Il s'ensuivrait que nous n'aurions plus l'occasion de contracter d'habitude, nous ne pourrions plus constituer notre expérience sur la base de régularités fondamentales. Car si les deux saisons, différentes, étaient présentes en une seule représentation, nous n'aurions plus d'expérience de la succession puisque le printemps et l'hiver seraient présents au sein d'une même perception. Ce qui est impossible. Sans l'expérience de la succession, nous n'aurions même pas la possibilité de nous représenter ce qu'est une cause. Car pour causer, à toute cause doit succéder un effet. Alors là, voilà, merveilleux. Alors regardez, toute cause succède à un effet. Voilà, tout à fait le vent. Merveilleux. Parfait. Nouvelle cause, là, qui rétroagit. Parfait.
Donc, nous n'aurions même pas la représentation d'une cause sans l'expérience de la succession, je disais. Tout serait ainsi l'occasion d'une surprise à chaque instant. Surprise? Pas du tout. Parce que le paradoxe de la surprise tient en ceci qu'il n'y aurait pas de surprise possible, car pour qu'il y ait surprise, il faut précisément qu'il n'y en ait pas. En effet, la surprise apparaît toujours sur fond d'anticipation. En d'autres termes, il faut préalablement que je ne m'attende pas à quelque chose pour être surpris du phénomène auquel je ne m'attendais pas. La glace en été ne peut me surprendre que si je m'attends à la sécheresse. En somme, cette fantaisie multiplie les paradoxes et permet à Kant de substituer à la question de l'efficience causale les conditions qui rendent possible toute expérience. Ainsi donc, l'expérience est sauvée. Car pour que le cinabre se donne accompagné de sa rougeur et de sa lourdeur, il faut que l'objet de ma représentation obéisse à des lois. C'est donc ainsi que Kant articule deux thèses fondamentales. Je vous demanderai de suivre pour la problématisation. Donc, quelles sont les deux thèses? D'une part, pour imaginer une fantaisie comme celle-ci, la fantaisie d'une perception de deux saisons différentes, ou la métamorphose instantanée de la couleur d'un minéral qu'est le cinabre, il faut une synthèse a priori qui assure la reproduction de la liaison de mes représentations entre elles. Donc, il faut des lois qui assurent ces représentations, tout en rendant possible ces aberrations. Autrement dit, l'incohérence des représentations du cinabre, qui passe du rouge au noir instantanément, se fait toujours sur fond d'une cohérence plus fondamentale. Comprenons que si les phénomènes n'étaient pas conditionnés par de telles règles, l'imagination de ces métamorphoses ne serait même pas possible. Et d'autre part, la chose est ici fondamentale. Une expérience comme celle que Kant nous propose, cette fantaisie, n'est précisément pas une expérience. Car pour qu'une expérience soit ce qu'elle est, il faut qu'elle possède une régularité et non pas un enchaînement incohérent. L'objet tel qu'il se donne dans l'expérience obéit à des lois sans lesquelles aucune expérience n'est possible. Et l'absence de ces lois n'est rien d'autre que l'indice d'un dysfonctionnement au sein de ma représentation. Et pourtant, c'est ici le point nodal de notre affaire. Tout se passe comme si l'expérience qu'il venait de réaliser, parce qu'elle est une imagination, n'était pas une expérience, mais une supposition déraisonnable se situant de l'autre côté de la rive de l'expérience. Si Kant imagine ce que précisément l'expérience n'est pas, il fait alors malgré lui l'expérience de ce que l'expérience n'est pas. Notre question est alors la suivante. Comment peut-on faire l'expérience de ce que l'expérience n'est pas? C'est impossible. Se pourrait-il alors que l'absence de cohérence logique, comme celle du cinabre, ne soit pas la manifestation d'une psychose, mais peut-être l'indice d'une structure légale encore plus fondamentale? En effet, il faut dire à présent qu'autre chose est une cohérence logique, autre chose est une cohésion phénoménologique. Car si bien qu'un défaut de cohérence logique n'entraîne pas nécessairement une absence de cohésion dans l'expérience, et à l'inverse, un surcroît de cohésion ne permet pas toujours la formation d'un énoncé logique. De ce fait, nous devons tenir pour axiome phénoménologique directeur ce qui suit. Tout ce qui est imaginable et qui contredit notre expérience, tout en étant contraire à l'expérience, à savoir la métamorphose instantanée du cinabre du rouge au noir, n'est pas contradictoire avec l'expérience. Tout porte à croire à présent que ce que disait Kant est absolument renversé. Cela ne veut pas dire que tout est produit de l'imagination, mais que toute expérience en imagination, élargissant le spectre de l'expérience, doit être, en tant qu'elle est une expérience, le signe d'un nouvel océan de structures plus vaste que celui que nous supposions jusqu'alors. L'imagination devient à cet égard un des opérateurs de navigation dans le domaine de la pensée. Or, là où il y a un instant nous manquions de rien, précisément parce que tout ce qui était contraire à l'expérience n'était pas contradictoire, à présent nous manquons de tout, car tout ce qui est contraire n'est précisément plus contradictoire. En effet, pour le comprendre, très rapidement, je vous proposerai cette expérience de pensée assez difficile. Bon.
nous devons nous porter au sein d'une autre dimension. Ici, procédons à ce que Husserl appelle une époquée. C'est une mise hors circuit absolument radicale de toute notre expérience, de telle sorte que nous n'adhérons plus à l'existence des choses en tant que telles. Le geste de l'époquée correspond à une mise hors circuit de la réalité. D'accord ? La réalité continue d'avoir lieu, elle est ce qu'elle est, elle ne change pas. Ce n'est pas un passage du réel au possible, notre expérience n'est pas non plus plongée dans le noir. Tout est comme avant et pourtant rien n'est plus pareil. En effet, en nous abstenant de tout jugement sur l'existence de telle ou telle chose, nous venons de nous installer dans une nouvelle dimension qui n'est autre que celle des conditions de possibilité de l'expérience. Nous rétrocédons de la réalité aux conditions de possibilité de la réalité, sans que ces conditions soient celles du sujet que nous sommes. En somme, nous n'avons pas transgressé le plan de l'expérience puisque nous n'avons fait que nous porter au cœur de celle-ci. Voilà. Ainsi, la connaissance des possibilités doit précéder celle des effectivités, dit Husserl. La possibilité dont il s'agit ici n'est, vous l'avez compris, ni de l'ordre de l'éventuel, ni du potentiel, mais du conditionnel. La question est alors de savoir, après avoir mis hors circuit l'existence, et pendant que celle-ci est désactivée, quelles sont alors les lois qui structurent les phénomènes ? Je reprendrai un propos de Jean Ehring, qui je trouve très éclairant. Il dit que « est une essence, c'est-à-dire une loi a priori de l'expérience, la chute d'une pierre purement et simplement, abstraction faite de toute condition déterminée. Assurément, l'essence, la chute, préfigure quel destin son porteur peut subir, dans quelle relation il peut se trouver. Bien que la pierre chute en raison de la gravitation, sa chute n'est pas inscrite en ligne d'or en son essence. Il est bien entendu concevable qu'en des conditions différentes que celles de la Terre, son destin puisse être d'un tout autre ordre. D'accord ? En distinguant le plan de la nécessité de fait du plan de la nécessité d'essence, comme le fait Husserl au début des IDN, la phénoménologie se propose d'élucider les structures qui conditionnent toute expérience possible. En effet, la nécessité qui ressort à cet exemple de la chute de la pierre ne manifeste rien d'autre qu'une nécessité conditionnée. C'est là le point fondamental. Pourquoi est-elle conditionnée ? Sa chute est nécessaire, mais à condition que notre monde soit ce qu'il est, que l'existence soit présupposée. La pierre ne peut chuter qu'à condition que notre monde soit ce qu'il est. Si est incontournablement nécessaire, ce par-dessus quoi aucune pensée ne saurait sauter. Le principe de causalité est de ces incontournables pour toute science dont la tâche est de décrire les structures de l'effectivité. Et ces nécessités sont alors des nécessités de fait. Or, il en va tout autrement en phénoménologie. C'est un autre régime. Elle fait autre chose. Elle propose autre chose. Puisque de notre côté, nous avons mis hors circuit toute existence. Et en mettant hors circuit l'existence, nous avons mis aussi hors circuit le principe de causalité. Nous intéresse moins ce qu'est une chose que la manière dont elle apparaît. Donc non pas une nécessité de fait, mais ce qui est nécessairement possible à une expérience pour être ce qu'elle est. Il y a donc des lois possibles qui sous-tendent les lois effectives. Par exemple, il doit être possible à une couleur de posséder une extension, car aucune couleur n'est imaginable sans étendue. Il doit être possible à une mélodie de se déployer selon un écoulement temporel, que la tombée des notes passées puisse se retenir dans la note présente, si elle est une mélodie. Et nul ne saurait embrasser en une seule intuition la totalité de la mélodie. En d'autres termes, même Dieu, s'il entendait une sonate, devrait l'écouter du début à la fin selon ses rythmes propres. Cette loi de l'expérience n'est pas l'indice d'une incapacité du sujet ou de Dieu. C'est l'indice d'une impossibilité contenue au sein même de ce qu'est la mélodie, si elle doit en être une. Donc les conditions de possibilité précèdent les lois des conditions de possibilité précèdent donc les lois de l'effectivité. Voilà. Alors, si la phénoménologie est radicale et propose son propre chemin,
et qu'elle ne fait que rétrocéder de l'expérience aux conditions de possibilité de l'expérience, non en raisonnant ni même en démontrant, mais seulement en décrivant. Elle tente pourtant de se porter à la racine des choses mêmes. Mais peut-être sommes-nous aussi des phénoménologues radicaux, comme l'était votre frère Pascal, Étienne Klein. Lui qui souhaitait partir des choses mêmes, il entretenait un concubinage passionné avec elles, dites-vous dans votre dernier livre, Court-circuit. Mais nous, après avoir mis hors circuit l'expérience, je vous propose de laisser M. Klein court-circuiter mon propos. Merci. Alors, juste avant de présenter notre invité d'honneur, je vais juste laisser la parole à notre doyen rapidement, qui voulait vous dire un mot. Temporairement prendre le micro. Merci Damien. Les professeurs aimeraient qu'on juge d'université par ses professeurs. Il me semble que le plus juste est de les juger par les étudiants qu'elles forment. Et si je parle en second, c'est vraiment pour montrer que c'est eux qui ont eu l'initiative, qui l'ont organisé comme aucun professeur n'en serait capable. Nous rêvons d'une salle aussi remplie avec les colloques que nous organisons, mais eux seuls sont capables de pouvoir mobiliser autant de personnes et de penser aux conférenciers auxquels parfois nous aimerions pouvoir parler, mais c'est eux en un sens aussi qui le font. Donc leur mérite, c'est leur mérite et non pas le mien. Je m'en réjouis, donc je suis venu en quelque sorte après coup pour les en féliciter. Je me réjouis aussi de l'invitation qui a été faite et je remercie Étienne Klein de l'honneur qu'il nous fait d'être là. Physicien, philosophe des sciences, vous le connaissez, pour la plupart aussi par la radio, par l'émission qu'il anime. Il est directeur du laboratoire des recherches des sciences de la matière. Un de ses livres récents s'intitule « La vulgarisation est-elle un échec ?» Il est la preuve du contraire. D'une certaine manière, c'est un terme magnifique dans le sens où il s'agit non pas de parler de choses vulgaires, mais au contraire de parler des choses les plus nobles afin qu'elles puissent profiter à tous. En Allemagne, au temps du siècle des Lumières, Olaf Clairvaux, c'est ce qu'on appelait la philosophie populaire. Et c'est au fond aussi notre vocation à tous. Nous tendons parfois à l'oublier. Et là, je me félicitais parce que je voulais aussi montrer que nos étudiants ont le goût du vrai. Et c'était spontanément, évidemment, que le nom d'Étienne Klein leur est venu comme idée. Je m'en réjouis et parfois nous le perdons avec l'âge. Et c'est eux, en quelque sorte, qui portent les professeurs lorsque la saveur du savoir leur manque. Ils sont là pour le leur rappeler. Et donc, je les remercie. Je remercie encore Étienne Klein. Et je lui cède la parole avec grand plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Bon, merci d'être présent. Merci aux étudiants qui m'ont contacté pour cette invitation. Ils m'ont écrit il y a très longtemps. On a eu du mal à trouver une date. Je suis ravi d'accompagner l'aventure de cette nouvelle revue qui s'appelle À mi-chemin. Pour moi, avant de les connaître, À mi-chemin, c'était le nom d'un restaurant fameux qui est rue Boulard et que je vous recommande. J'ai une journée longue, difficile et travailleuse et me voilà contraint de commenter un propos brillant tenu par notre président sur Husserl. Et je vois pas très bien ce que je peux y ajouter, mais comme mon temps de parole est de 45 minutes, je vais broder autour de la question en commençant par quelques commentaires à propos, par exemple, du paradoxe de la surprise que vous avez évoqué. Ça m'a fait penser à une phrase de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, qui a écrit dans son journal un jour
en rentrant chez moi, je m'attendais à une surprise. Mais il n'y a pas eu de surprise. Et ça m'a surpris. Voilà. Et puis, vous avez beaucoup insisté sur la relation entre cause et loi, entre causalité et législation, disons. Et il me semble que depuis Husserl, on a un peu changé cette relation au sens où les physiciens aujourd'hui ne parlent plus de cause. Essentiellement pour deux raisons. Il y a une première raison qui vient de la physique quantique. En physique quantique, la notion de cause, puisque l'évolution des systèmes n'est pas déterministe, est devenue difficile à garantir. Et puis aussi en relativité, et vous avez parlé de la chute des corps, la chute des corps, c'est justement un bon exemple qui montre que la relation de cause à effet n'est pas une relation si simple. Quand un corps tombe, c'est une idée qui a surgi, et j'en parle d'ailleurs dans le livre Court-circuit, dans le cerveau d'Einstein, un jour de 1907, si vous tombez dans le vide, donc en chute libre, et si vous emportez dans votre chute un autre objet que vous-même, par exemple cette bouteille, vous la lâchez, elle va tomber comme vous, puisque dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. Et donc la cause de la chute, c'est la gravitation, c'est le poids. Mais le fait de subir son poids engendre un effet qui est la disparition du poids. Puisque quand vous tombez, les objets qui tombent avec vous sont en impesanteur par rapport à vous. Et donc là, vous avez une situation où l'effet produit annule sa cause. Et d'ailleurs, c'est ça qui va amener Einstein à... C'est une histoire que je ne vais pas raconter ce soir, mais au principe d'équivalence, il y a une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et en fait, Einstein, ce jour-là, il a compris quelque chose que n'importe qui aurait pu comprendre, mais lui, il a saisi en faisant une expérience de pensée dans laquelle il met en scène son propre corps. Et ce qu'il a compris, c'est que quand la seule force à laquelle vous êtes soumis est votre poids, vous ne sentez pas que vous avez un poids. Autrement dit, pour sentir qu'on a un poids, autrement dit, pour sentir qu'on subit la gravitation, il faut subir une autre force que son poids. Par exemple, alors que vous êtes assis, la réaction de votre chaise sur votre corps qui crée la sensation que vous avez un poids. Mais s'il n'y a pas cette réaction, tout se passe exactement comme si vous n'aviez pas de poids. Et donc la notion de cause en physique, on l'a complètement liquidée, ce qui n'empêche pas qu'on a gardé ce qu'on appelle le principe de causalité, mais c'est un principe de causalité qui s'énonce sans référence à l'idée de cause. Le principe de causalité dit simplement, c'est presque une vérité de la palisse, si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas défaire le passé. Vous pouvez évidemment changer votre façon de le raconter, mentir à son sujet, n'empêche que ce qui a eu lieu a eu lieu. Et toute la structure des équations physiques, quelle que soit la théorie qu'on considère, mécanique quantique, théorie des champs, relativité générale, satisfait ce principe de causalité. On ne peut pas modifier le passé. Et d'ailleurs, si on pouvait le modifier, aucune physique et peut-être même aucune connaissance ne serait possible. Et donc, Husserl, à mon avis, voilà, il y a un petit truc là pour vous. Et puis un autre truc qui fait que Husserl, je ne dis pas du tout qu'il est réfuté, mais il doit, quand on est husserlien, on doit affronter un paradoxe qui a été baptisé sous le nom de paradoxe de l'ancestralité par un philosophe que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Quentin Meillassoux. C'est que au XXe siècle, en gros, on a compris que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années et que l'homme, le genre homo, y est présent depuis quelques millions d'années. Et donc la conséquence de ces découvertes, c'est que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc, si on fait dépendre le temps de la conscience, si on établit une corrélation entre le fait qu'il y a du temps pour nous et le fait que nous avons une conscience, eh bien, il faut expliquer comment le temps a pu passer avant que la conscience apparaisse. Voilà. Si le temps a besoin d'un sujet conscient pour passer, comment a-t-il pu passer avant l'apparition du premier sujet conscient? C'est un truc pour vous, ça.
Et il y a des tentatives de réponse à Husserl sur ce point, écrites par Michel Bilbol, Pascal Nouvel et quelques autres. Mais il me semble que c'est quand même une difficulté pour toutes les philosophies qu'on appelle corrélationnistes, c'est-à-dire qui font dépendre d'une façon ou d'une autre le temps de la conscience, comme chez Husserl, comme chez Heidegger, comme chez Kant, et comme chez Saint-Augustin, etc. Bon. Mais donc, c'est pas le sujet, et je vais donc tenter de répondre à la question que vous m'avez proposée, l'esprit des lois physiques, en partant en fait d'un roman. Il y a un écrivain assez peu connu qui a publié en 1950 un roman intitulé « La ville incertaine ». Et ce romancier s'appelait Jean-Marie Amédée Paroutot, P-A-R-O-U-T-A-U-D. Et c'est un livre qui a été republié tout récemment et qui est, quand on le lit, très angoissant. C'est un livre à la Buzzati. Alors pourquoi est-ce qu'il est tant angoissant? Parce que il décrit la vie des habitants d'une ville dans laquelle les lois juridiques et les règles changent chaque matin, à l'insu des habitants. Chaque matin, les habitants ignorent quelles sont les lois qui vont prévaloir dans la journée qui commence. Rien ne s'y conserve dans cette cité si ce n'est le perpétuel changement des codes, et ce changement est parfaitement occulte. On a le droit de voler tel jour et non tel autre, mais personne ne connaît les lois en vigueur à chaque instant, personne sauf les gens qui sont appelés les gens à casquette, c'est-à-dire les gendarmes, qui sont chargés d'arrêter les contrevenants. Et donc chaque jour, il y a une espèce de démiurge pervers qui décide de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas. Il édicte des lois éphémères, inconnues des habitants, mais appliquées de façon implacable. Et donc s'organise ainsi au sein de la cité une sorte de jeu effroyable qui mélange loterie et violence et qui empêche de jamais pouvoir fixer les notions de bien et de mal, ou de juste et d'injuste. Et il faut lire le livre pour mesurer l'angoisse qu'engendre une telle situation. Lorsque le lien entre la loi et la permanence est détruit, ce sont toutes les références qui s'évanouissent. La justice, je l'ai dit, les rapports humains, et même le sens de la vie qui perdent tous leur point d'appui. Et ce roman me semble un bon prétexte ou un bon point de départ pour interroger, dans un premier temps, les différences de nature et de statut qui existent entre les lois physiques et les lois juridiques. Alors, il y en a 4 différences qui, me semble-t-il, sautent aux yeux. La première, c'est qu'en physique, il n'y a pas de différence entre droit public et droit privé. Les particules, par exemple, obéissent toutes aux mêmes lois universelles, sans qu'aucune puisse revendiquer quoi que ce soit qui pourrait la singulariser. Les électrons, par exemple, n'ont ni vie privée, ni personnalité, ni occasion de dire à leurs semblables « moi, je ». Et c'est très reposant. La deuxième différence, c'est que contrairement aux lois juridiques, les lois physiques ne changent pas au cours du temps. D'ailleurs, si elles changeaient au cours du temps, on ne pourrait pas faire de physique. Alors quand je parle des lois physiques, je parle des vraies lois physiques. Je ne parle pas des lois de la physique. Les lois de la physique, elles changent au cours du temps. Comme je l'ai dit, Einstein ne décrit pas la gravitation comme Newton l'avait fait. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Mais il n'y a pas d'histoire des lois physiques. Je veux dire par là que leur expression mathématique, et vous en connaissez certaines, prenez n'importe quelle équation de physique qui vous vient en tête et vous verrez que le paramètre t par lequel on désigne le temps dans l'équation ne dépend pas du temps. Donc le temps qui est dans les équations de la physique, l'instant t, a une structure mathématique qui est invariante par translation du temps. Car tous les instants du temps ont exactement le même statut. Ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Et ça a été démontré par une mathématicienne qui s'appelle Amy Noether en 1918,
Et ça a pour conséquence une loi de conservation qui est la loi de conservation de l'énergie. Et donc, le seul fait de dire que les lois physiques ne changent pas, contrairement aux lois juridiques, montre qu'il y a une sorte de contradiction qui apparaît, puisque, vous le savez tous, l'univers, lui, il a une histoire. Et donc, si l'univers a une historicité, on est invité à penser que c'est parce que les lois physiques elles-mêmes ont une histoire. En fait, il a fallu beaucoup de temps, dans les années 30, quand on a découvert l'expansion de l'espace-temps, et Einstein était d'ailleurs un de ceux qui ont le plus travaillé sur la question, pour comprendre qu'en fait, quand on dit que l'univers a une histoire, que l'espace-temps a une histoire, ce qu'on veut dire, c'est que la structure géométrique de l'espace-temps évolue, mais aussi que les conditions physiques dans l'univers évoluent également. L'univers en expansion se refroidit, les densités d'énergie baissent, de sorte que si on pouvait faire aujourd'hui des expériences dans le présent, dans lesquelles se réalisent les conditions physiques de l'univers primordial, comme les lois physiques n'ont pas changé, on verrait dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé. Autrement dit, les lois physiques proposent une sorte de législation invariable des métamorphoses. C'est grâce à des lois qui ne changent pas qu'on peut comprendre ce qui change. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait des collisions de particules comme celles qu'on réalise au CERN à Genève avec des collisionneurs de protons. En l'occurrence, on l'a fait avec d'autres particules. On recrée dans un petit volume d'espace, pendant un temps très court, les conditions physiques de l'univers primordial. Et comme les lois n'ont pas changé, on voit ce qui se passait, en l'occurrence 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang, quand sont apparues des particules qu'on appelle les bosons de Higgs, au moment de l'installation d'un champ scalaire. Enfin, c'est toute une histoire. Mais le boson de Higgs n'existe plus. Et pourtant, on dit qu'on a découvert le boson de Higgs, ce qui laisse entendre qu'il y en aurait partout. En fait, non, il n'y en a plus. La seule chose qui reste, c'est le champ quantique dont il est porteur, et les particules en question, avalant l'énergie qu'on leur donne, deviennent réelles et deviennent observables. Donc, on pense que les lois physiques se distinguent des lois juridiques par le fait qu'elles n'ont pas d'histoire. Troisième différence entre loi physique et loi juridique, dans une société donnée, et on le voit bien d'ailleurs ces jours-ci, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre les lois et l'opinion, sans quoi les lois perdent en autorité. J'ai écrit ça il y a 3 semaines, mais c'est devenu un peu plus... c'était avant le 49.3. Voilà, il faut que les nouvelles lois soient homomorphes à ce qu'on attend des nouvelles lois. Sinon, il y a un problème d'autorité qui survient. Alors qu'en physique, c'est exactement le contraire. Autrement dit, toutes les lois physiques, et je parle de celles qui sont nées avec la physique moderne, se sont construites contre le sens commun. Si vous prenez n'importe quelle loi physique, là encore apprise à l'école, et si vous la prenez au sérieux, vous verrez qu'elle dit le contraire de ce que vous observez. Et donc elle vous oblige à réinterpréter ce que vous observez pour comprendre comment des lois qui contredisent ce que vous voyez expliquent ce que vous voyez. Le principe d'inertie dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Vous avez déjà vu ça ? D'abord, est-ce que vous avez déjà vu des corps qui ne sont soumis à aucune force ? Non, partout il y a de la gravité. Donc où qu'il soit, un objet massif subit au moins une force qui est son poids. Et donc là, vous avez un énoncé qui est paradoxal, qui est contre-intuitif. C'est Galilée qui l'a énoncé. Et quand vous faites du vélo et que vous cessez de pédaler, votre vélo s'arrête. C'est ce que dit Aristote. Pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par une force. Galilée dit donc, quand il n'y a plus de force, il continue son mouvement indéfiniment. Et donc, il faut expliquer pourquoi les corps s'amortissent. C'est parce que quand on cesse de pédaler, il y a d'autres forces, la résistance de l'air, le frottement des pneus sur la route, qui sont responsables de l'interruption du mouvement. Mais si ces forces n'existaient pas, expérience contrefactuelle, si ces forces n'existaient pas, le mouvement du corps perdurait indéfiniment. Ce qui a posé des tas de questions ensuite, puisque, comme je vous l'ai dit, on a assez vite compris qu'il y avait de la gravitation partout.
Et donc, l'énoncé du principe d'inertie, il est en fait actuel en aucun point de l'espace. Il n'y a aucun endroit dans l'espace où vous pouvez dire un objet qui n'est soumis à aucune force, puisqu'il subit la gravitation. Et donc Einstein s'était dit, quand il était adolescent, ou bien on construit la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique qui n'est actuel nulle part, soit on démontre, et c'est là qu'il est génial, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, on pourra dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il ne subit aucune force, et qu'il a donc un mouvement inertiel. Et c'est ce qu'il va démontrer par sa théorie de la relativité générale, qui dit que les corps qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel, ils vont en ligne droite, mais comme l'espace-temps est courbé par la gravitation c'est une déformation de la géométrie, eh bien nous les voyons avoir des trajectoires curvilignes, comme la Terre autour du Soleil, mais c'est parce que la gravitation a déformé l'espace-temps, et non pas parce qu'elle s'applique sous la forme d'une force. Donc, et prenez la chute des corps que vous avez citée, ce qu'on voit, c'est que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Voilà. Et Galilée dit en 1604, non, tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et du temps de Galilée, et même pendant longtemps après, personne n'a vu des corps de masse différente tomber à la même vitesse. On pensait que le vide n'existe pas, et de toute façon, on n'est pas capable de le réaliser. Et donc, ça pose la question de savoir comment on peut trouver des lois qui contredisent les données disponibles. Donc, peut-être qu'on pourra en discuter. En tout cas, la physique, comme le disait Gaston Bachelard, que je cite souvent, elle vous oblige à penser contre votre cerveau. Contre votre cerveau. Elle vous oblige à admettre des énoncés qui sont contre-intuitifs et qui, comme je viens de le dire, contredisent toujours l'observation, au moins au premier abord. Et donc, faire de la physique, c'est assez sain d'un point de vue intellectuel, parce que ça oblige, pour paraphraser Paul Valéry, à procéder à ce qu'il appelait un nettoyage de la situation verbale, et en le paraphrasant, je dis un nettoyage de la situation cérébrale. Un nettoyage de la situation cérébrale. On est obligé d'admettre la vérité qui contredise les idées qui naissent spontanément entre nos oreilles. Et par les temps qui courent, où le populisme et l'invocation du beau sens deviennent systématiques, je pense que c'est une leçon utile à rappeler. Quatrième différence, c'est que les lois juridiques, évidemment, si on les prend au sérieux et si on y obéit, changent les comportements. Mais les lois physiques, elles font beaucoup plus que changer les comportements. Les lois physiques, elles agissent comme des treuils ontologiques. Très souvent, on dit qu'une loi physique, elle condense dans une forme mathématique restreinte une diversité de phénomènes. Elle résume, en fait, toutes les lois qui pilotent une grande diversité de processus. Elles disent, en gros, de façon synthétique, ce qu'on a pu expliquer physiquement. Mais en fait, elles font beaucoup plus que ça. Pensez par exemple à toutes les grandes découvertes de physique dont vous avez entendu parler. Et comme je vois que dans la salle, il y a des gens de tous les âges, ce qui est rare et que j'applaudis. Quelles sont les grandes récentes découvertes de physique? Il y a le boson de Higgs, dont j'ai parlé, découvert en 2012, mais prédit théoriquement, grâce à la cohérence des lois physiques de l'époque, 48 ans avant. Deuxième grande découverte, les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2016, un siècle exactement après qu'Einstein ait prédit leur existence. Et c'est parce qu'il a prédit leur existence qu'on a pu les détecter. On ne les a pas détectés comme ça en mettant des télescopes ou des interféromètres. Non, on les a cherchés parce que la cohérence de la théorie réclamait qu'elles existent.
Et enfin, plus récemment, les images des trous noirs, celui qui est au centre de la galaxie, le trou noir supermassif, un autre dans une galaxie qui s'appelle M89. La semaine dernière, la NASA a annoncé la découverte d'un trou noir supersonique qui va à une vitesse incroyable et qui déchire l'espace-temps sur son passage en laissant derrière lui une traînée de formation d'étoiles de 200 000 années-lumière. Les trous noirs sont des solutions des équations d'Einstein. Et si ils n'étaient pas apparus comme solution de ces équations, on n'aurait jamais pu les détecter. Et donc, les lois physiques, elles ajoutent des éléments de réalité. Elles nous permettent de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pu découvrir par la simple observation. Alors, Galilée, parce que j'ai parlé d'équations, les lois physiques s'expriment sous la forme d'équations, le plus souvent différentielles, mais c'est Galilée qui a eu cette idée. C'est quand même bizarre de dire les lois physiques s'expriment mathématiquement. L'intuition de Galilée, qu'il a rédigée dans son livre L'Essayeur, qui a été publié en 1623, c'est une intuition absolument géniale. Mais Galilée lui-même n'a pas écrit de loi physique sous forme mathématique, sauf une, qui est la loi de la chute des corps. Il a écrit quelque part dans un brouillon, V, la vitesse de chute, est proportionnelle à delta t qui est la durée de la chute. Donc un corps qui tombe depuis 2 secondes tombe 2 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, et quelle que soit sa masse. C'est vrai pour la plume, et c'est vrai pour l'enclume. La plume et l'enclume tombent à la même vitesse. Il a écrit ça en 1604. Vous n'imaginez pas l'accueil que les aristotéliciens ont pu faire à ce délire. C'est lui qui avait raison. Et donc, il écrit dans ce livre, je cite la phrase parce que j'imagine que vous la connaissez, mais c'est toujours bon de la rappeler parce qu'il y a un adverbe dans cette phrase qui est intéressant à discuter. Il écrit « La philosophie est écrite dans ce livre immense qui se tient continuellement ouvert sous nos yeux, je parle de l'univers, mais on ne peut comprendre ce livre que si l'on apprend d'abord le langage dans lequel il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et les caractères en sont les triangles, les cercles et les autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Sans eux, nous errerions vainement dans un labyrinthe obscur. Vous voyez, Galilée, quand il pense aux mathématiques, il pense à la géométrie. Il ne pense pas à l'analyse, et il pense encore moins aux équations différentielles. Mais c'est quand même lui qui va ouvrir la voie de la mathématisation de la physique, qui va la rendre efficace, et ça pose la question de savoir, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les physiciens écrivent des équations ? Est-ce que l'efficacité des mathématiques en physique peut s'expliquer ou est-ce qu'elle relève du mystère ? Ça, c'est une façon indirecte d'interroger le statut des lois physiques. On pourra en parler dans la discussion. Moi, je ne veux pas passer le temps qui m'est donné là à parler de cette question, simplement dire une chose. Les physiciens n'utilisent pas toutes les mathématiques. Ils utilisent une partie des mathématiques. Certaines théories, certains concepts. Par exemple, la théorie des ensembles, par exemple, les nombres complexes, etc. Et quand on regarde ces parties des mathématiques qui intéressent les physiciens, on s'aperçoit que ce sont des dispositifs qui proposent beaucoup de structures invariantes, c'est-à-dire des entités qui ne changent pas quand on change de point de vue, qui sont donc invariantes sous l'effet de certaines transformations. Et on peut se demander si ce n'est pas un indice. Par exemple, là, je vois que j'ai sur la table devant moi une bouteille. Je dis c'est une bouteille. Mais si je voulais vraiment être sûr que c'est une bouteille, je devrais en faire le tour pour vérifier que si je la regarde d'un autre angle, elle garde son entité de bouteille. Peut-être que je suis victime d'une illusion qui est liée à la position particulière que j'occupe dans l'espace. Autrement dit, ma vision de la bouteille, qui me fait conclure que c'est une bouteille, est une opération très compliquée, qui a été analysée par les neurosciences, qui s'appuie sur des principes d'invariance. Principes d'invariance qui, à partir d'un point de vue partiel, me permettent de conclure de façon générale. Et donc on peut se demander si les mathématiques qu'on utilise en physique, parce qu'elles proposent beaucoup de grandeurs invariantes, ne prolongent pas
le mécanisme de la vision dans le domaine de l'invisible, que ce soit l'invisible, l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Celui qui a eu cette idée, c'est un physicien que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui s'appelle Paul Dirac, qui parlait très peu, parce qu'il pensait que le langage ne devait servir qu'à dire des choses vraies. Donc il parlait peu. Il n'était pas dans la communication, comment ça va. Il n'était pas dans la conversation. Ça l'ennuyait. Soit on dit un truc vrai, soit on la ferme. C'est dire à quel point la leçon n'a pas été retenue. Okay. Et un jour, il était dans un train avec un autre physicien de cette époque, dans les années 20, qui s'appelait Wolfgang Pauli, et qui, sachant que Dirac était laconique, hésitait quant à la façon de l'aborder pour une conversation. Et le train a traversé une prairie près de Cambridge, et Paoli a remarqué qu'il y avait des moutons qui étaient en train de paître dans cette prairie. Paoli regarde, revient vers Dirac et lui dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, s'approche de la vitre, regarde, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Voilà. Parce que vous voyez des moutons tondus et vous dites qu'ils sont tondus de l'autre côté. Mais non, ils ne sont peut-être pas tondus de l'autre côté. Autrement dit, votre conclusion s'est appuyée sur un principe d'invariance. Bon. Et donc, l'idée de Galilée, c'est que les propriétés secondaires des objets sont sans intérêt, parce qu'elles sont variables, elles changent. Il parle de la suavité des odeurs, des couleurs d'un ciel, l'élégance des formes, toutes ces qualités qui, d'après lui, ne constituent que des apparences. Elles sont accidentelles, elles sont contingentes, changeantes, elles ne prennent corps que dans nos subjectivités respectives, si bien que nous ne pouvons pas former à partir d'elles des propositions qui soient à la fois rigoureuses et universelles. Donc on laisse tomber tout ça. On s'intéresse non pas aux propriétés secondaires, mais à l'essence des choses. Et le pari de Galilée, c'est que si on s'intéresse à l'essence des choses, alors il y a un mode de connaissance qui est capable de nous livrer des vérités susceptibles de s'imposer à tout esprit, comme il le dit. Et ce mode de connaissance exact et idéal, c'est le langage mathématique qui le rend possible. Et donc, c'est cette coupure dans l'histoire qui a donné à la physique son efficacité, qui l'a rendue notamment prédictive et qui lui a permis de devenir, comme je le disais tout à l'heure, un treuil ontologique. Et donc, il y a une efficacité de la physique liée aux mathématiques qui est spectaculaire. Je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Mais à partir des années 1925, la physique devient prédictive, non pas des phénomènes, mais sur le contenu même de l'univers. Songez à toutes les particules qui ont été prédites avant d'être détectées. Les quarks, le gluon, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs que j'ai cité. Bon, il y en a d'autres qui manquent, mais quand même. La question que je voudrais poser, parce qu'elle a à voir avec notre sujet de ce soir, c'est que veut dire Galilée quand il dit humainement? Il dit, sans le langage mathématique, je répète la phrase, il serait humainement impossible de comprendre quoi que ce soit à la nature. Il y a deux interprétations qui sont concevables. La première consiste à considérer que le langage mathématique est le langage de la nature. C'est le langage propre de la nature, de sorte que ceux qui veulent étudier la nature devront nécessairement apprendre et utiliser ce langage-là pour la comprendre. Il faudra parler comme elle. Et il y a une deuxième interprétation qui est le contraire, qui considère à l'inverse que le langage mathématique est d'abord et surtout un langage humain, plus précis et plus universel que les autres, et qu'en conséquence, c'est dans cet idiome-là que devront être préalablement traduits les phénomènes naturels pour nous devenir intelligibles. Et donc, dans ce cas-là, c'est nous qui imposons à la nature de parler notre langage quand il est mathématique. Kant l'explique dans la critique de la raison pure en disant qu'une mesure, par exemple, une mesure sur un système physique, c'est presque une torture.
on oblige la nature qui n'y comprend rien à livrer des nombres, des résultats de mesure. Autrement dit, et ça interroge évidemment le statut des lois, est-ce qu'il faut comprendre que les mathématiques sont du côté de la nature, ou est-ce qu'il faut comprendre qu'ils sont du côté de nos cerveaux? Est-ce qu'elles sont le langage naturel de la nature, ou bien ne constituent-elles qu'un langage humain plus rigoureux que celui de nos phrases ordinaires? Galilée ne s'est pas prononcé sur cette question. Pour lui, le point essentiel était que les mathématiques pourraient nous aider à la fois à défricher et à déchiffrer, les deux en même temps, l'univers. Au passage, Galilée invente le concept d'univers. Avant Galilée, on ne parle pas d'univers, on parle de cosmos, de monde, on ne parle pas d'univers. L'idée d'univers, elle est née, là encore, d'observation. Là, c'est plus un travail théorique, c'est vraiment de l'observation. Comme vous le savez, durant l'hiver 1609-1610, Galilée a profité de quelques nuits claires pour observer à travers la lunette qu'il avait perfectionnée le caractère accidenté de la surface de la Lune. Il a observé les phases de Vénus et les satellites de Jupiter. Il a d'ailleurs cette phrase dans ses carnets, il dit « J'ai vu que la Lune était terreuse ». Phrase incroyable. Il croyait voir des montagnes sur la Lune. D'ailleurs, c'est pas des montagnes, c'est des cratères, mais peu importe, il voit qu'il y a des ombres. Il voit que les ombres formées par ces irrégularités de la surface se déplacent au cours du temps comme les ombres sur la Terre. Alors qu'à l'époque, je vous le rappelle, Aristote dit il y a un monde jusqu'à la Lune, et puis etc. Il dit non, la Lune est comme la Terre. Et puis Jupiter a des satellites comme la Terre, etc. Et donc il comprend qu'il n'y a pas deux mondes, mais un seul. Un seul avec une unité ontologique, c'est la même matière partout, et une unité législative, c'est les mêmes lois partout. D'où l'idée de loi universelle. Universelle, ça veut dire ça. Ça veut dire que les lois sont les mêmes en tout point de l'espace, à tout instant du temps. Et on appelle univers une entité au sein de laquelle les lois sont universelles. Il y a un magasin de bonbons à Chamonix qui s'appelle l'univers du bonbon. Alors, il y a des gens qui disent il se la pète un peu, l'univers du bonbon, et puis quoi encore. Mais non, c'est vraiment l'univers du bonbon. Il y a une unité ontologique, ils vendent que des bonbons. Il y a une unité législative, on paye en proportion du poids. Donc c'est un univers. C'est l'univers du bonbon. Bon. Donc, cette conception moderne de l'univers s'appuie explicitement sur l'invocation d'une législation des lois qui sont à la fois universelles et mathématisées. Et je vais passer tout ça. Et donc, il y a une question maintenant qui sans doute vous intéresse, c'est comment est-ce que les lois physiques agissent sur le monde physique? Par quel biais? Qu'est-ce qui fait que les objets physiques obéissent aux objets physiques? Aux lois physiques, pardon. Évidemment, on n'en sait rien, mais ça n'empêche pas d'en parler. Alors, je vais faire une hypothèse. J'imagine que l'univers a une origine. Une vraie origine. Ce qui est une hypothèse, ça n'a jamais été prouvé. Puisqu'à chaque fois que des gens racontent l'origine de l'univers, ils contredisent l'idée que l'univers a une origine. Puisqu'ils disent, au début, il y avait ceci, cela pouvant être un œuf primitif, un océan primordial, la terre et le ciel, un chaos, et n'importe quoi d'autre. Et vous voyez que quand vous nommez l'origine, vous dites une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Puisque soit cette chose a toujours été là, auquel cas il y a toujours eu quelque chose, il y a toujours eu un univers. Soit cette chose n'a pas toujours été là, auquel cas elle est la conséquence d'une cause, comme vous diriez, qui l'a précédée, et dans ce cas, c'est pas l'origine. Donc si l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire si l'univers a été précédé par du néant. Donc personne n'est capable de dire si l'univers a eu une origine ou non. Le Big Bang, on pourra en parler tout à l'heure,
c'est tout à fait autre chose que cela. Donc je suppose que l'univers a une origine. Ça veut dire que dans cet univers, il n'y a pas toujours eu des électrons. Ça veut dire que les électrons sont apparus à un moment de l'histoire, je ne sais pas quand. Donc, je vais imaginer 2 électrons, les 2 premiers qui sont apparus au cours de l'histoire de l'univers. Comme vous le savez, les électrons sont porteurs d'une charge électrique négative, et donc ils subissent une force électrique répulsive, puisqu'ils ont la même charge électrique, qui tend à les éloigner l'un de l'autre, d'autant plus fortement qu'ils sont plus proches. Mais si je dis ça, c'est parce que je suis allé à l'école où j'ai appris les lois de l'électrodynamique. J'ai appris à l'école que les particules de même charge électrique se repoussent. Mais les électrons n'ont pas été scolarisés. Donc comment est-ce qu'ils savent qu'ils doivent se repousser? Voilà. C'est une question un peu bête, je m'en excuse, mais elle est très profonde. D'où vient que les premiers électrons obéissent aux lois physiques? Est-ce que les lois physiques étaient déjà installées? Est-ce que c'est leur apparition qui a créé celle des lois physiques? Est-ce que cette loi était inscrite au fin fond de leur être? Est-ce qu'ils l'avaient apprise par cœur? Ou bien, à l'issue d'une ébauche de démocratie participative, entament-ils des négociations avec l'univers pour déterminer avec lui le meilleur comportement convenant à des particules extrêmement chargées? Ben, on n'en sait rien. Voilà. Et donc, on n'est pas capable de dire d'où vient que les lois physiques s'appliquent aux objets physiques. On constate que ce lien existe, mais on n'en connaît pas la nature. Et donc, cette petite mise en scène que je me suis autorisée, elle conduit à poser une autre question vertigineuse. Si l'univers est bel et bien apparu d'un seul coup, comme on l'entend dire parfois, ces lois physiques étaient-elles déterminées dès son origine, c'est-à-dire dès avant son commencement? Si la réponse à cette question est positive, pourquoi ne pas dire que les lois physiques ont constitué le berceau de l'univers, voire son principe créateur? Si la réponse à la question est au contraire négative, une autre question se pose. Comment l'univers est-il parvenu à fabriquer les lois physiques qui agissent en son sein? Quand les physiciens parlent de l'univers primordial, ils supposent toujours que l'univers primordial obéit aux lois physiques qu'ils connaissent. Mais si l'univers est né, est-ce qu'il est né dans un arsenal législatif qui était fixé avant même son apparition, ou est-ce que cet arsenal a accompagné son histoire? En d'autres termes, est-ce que les lois physiques sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes? Est-ce qu'elles sont ailleurs dans un autre monde que le monde empirique à agir sur lui par un biais mystérieux, ou est-ce qu'elles font partie du monde? Et j'avais fait une petite enquête moi, auprès des physiciens théoriciens du CEA pour leur demander quel était leur point de vue. Au début, ils m'ont dit cette question n'a aucun sens, c'est une question métaphysique, va ton chemin. Et puis 2-3 jours après, ils m'ont frappé à la porte de mon bureau, j'ai réfléchi. Donc, parce que ces questions-là, elles ont beau relever de la métaphysique la plus éthérée, en fait, il est impossible de ne pas les poser. Ça ne veut pas dire qu'une réponse est accessible. Ça veut dire qu'il est impossible de ne pas les poser. Pourquoi? Avec quelles armes parvenons-nous à affronter le problème de l'origine de l'univers? Par la seule entremise des lois physiques que nous connaissons et des théories qui les englobent. Ce sont elles que nous projetons dans le passé, aussi loin que possible, pour tenter de décrire l'univers primordial. Et donc, ça nous oblige à interroger la correspondance qu'il y a entre l'univers et les lois physiques qui agissent en lui ou sur lui. Est-ce qu'elles agissent en lui ou sur lui? Si on est platonicien, par exemple, on va dire qu'il y a le monde des idées, le monde des lois, puis il y a le monde empirique. Il faut expliquer ensuite comment le monde des idées agit sur le monde empirique. Quelle relation le monde empirique entretient-il avec son arsenal législatif
lequel précédait l'autre, qui est l'œuf, qui fait la poule et qui fait office de coq. J'ai dit tout à l'heure, les lois physiques ne changent pas au cours du temps, mais l'univers a changé. Et donc la question, c'est comment des lois qui ne changent pas peuvent-elles exister dans un monde qui change? Est-ce qu'elles auraient un statut spécial qui leur permettrait d'échapper au devenir général? Et ça veut dire que plus de 2 millénaires après Platon, on est confronté à la même question que lui, celle qui pose dans le Timée. Quel est le lien qui existe entre le monde empirique et sa représentation formelle ou législative? Alors il y a une première piste qui consiste à considérer que les lois physiques sont des produits de la pensée, du moins qu'elles en sont inséparables. Mais de quelle pensée? Évidemment de celle de l'homme. Mais l'homme n'est qu'une partie de l'univers. Et alors comment celle-ci, cette petite partie de l'univers, pourrait-elle saisir la structure du tout qui l'englobe? Et comment les lois physiques parviendraient-elles à participer à la fois du monde qu'elle structure et de la pensée qui comprend ce monde? C'est-à-dire que les lois, elles sont un peu dans notre pensée et un peu dans le monde. Mais comment se fait la médiation? Alors Spinoza s'est évidemment attaqué à la question et il y a répondu en suggérant de distinguer deux sortes d'univers, ou plutôt un même univers qui se donnerait sous deux modes différents. D'une part, il y a l'univers en tant qu'il est conçu sous l'attribut de l'étendue, c'est-à-dire dans son déploiement spatial. D'autre part, l'univers en tant qu'il est conçu sous l'attribut de l'intellect, comme il dit, c'est-à-dire en tant qu'il obéit à l'ordre intelligible des lois éternelles. En d'autres termes, il y aurait d'un côté un univers matériel et spatial, le nôtre, et de l'autre côté un univers législatif contenant des lois, des principes, des règles qui nous sont accessibles par la pensée. Mais si l'on choisit cette hypothèse, on retombe toujours sur la même question. Comment ces deux modes d'être de l'univers communiquent-ils? On peut également envisager, là encore à la manière de Platon, l'existence de lois physiques éternelles et idéales, lesquelles seraient tout à fait indépendantes de notre univers, qui n'en serait qu'une image mobile et imparfaite, comme il dit. Notre univers serait en quelque sorte un écho physique dégradé de la pureté mathématique qui le tiendrait sous sa coupe. Mais si tel est le cas, et si l'on ne croit pas à l'existence d'un démiurge, que Platon, lui, invoque dans le Timée, comment celui-ci, comment le monde des idées, parvient-il à structurer à distance le monde des phénomènes? Et donc, si on prend acte de l'espèce d'opposition qu'il y a entre historicité de l'univers et permanence de ses lois, laquelle de toutes ces pistes apparaît la plus pertinente? Alors, de prime abord, cette opposition encourage plutôt l'idée que les lois physiques ont un mode d'existence tout à fait différent de celui des entités du monde naturel dont elles déterminent le comportement. En effet, l'invariance des lois physiques ne semble guère s'accorder avec la notion d'un univers qui serait fermé sur lui-même, au sens où il produirait de lui-même les lois qui le régissent. Les lois physiques devraient plutôt appartenir à un autre monde, à un monde fixe, qui aurait la capacité d'agir sur le déploiement historique de notre univers. Et après enquête, c'est une enquête qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas du tout représentative ni significative, mais la plupart des physiciens théoriciens que je connais sont platoniciens. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a deux mondes qui communiquent. Il y en a même qui sont hyper platoniciens, c'est-à-dire qu'ils pensent que seul existe l'univers mathématique. Il faut ensuite comprendre comment un univers purement mathématique peut engendrer un monde physique. Mais c'est une conception qui ne fait pas l'unanimité. Il y a par exemple, j'en connais, certains physiciens qui considèrent que l'invocation d'une invariance absolue des lois physiques, qui ne ferait que téléguider à distance l'évolution de l'univers, relève d'un postulat dont la physique contemporaine devrait se débarrasser. Se pose en effet la question de savoir ce que faisaient les lois physiques, supposées identiques à elles-mêmes de toute éternité, avant qu'apparaissent l'espace, le temps, la matière, l'énergie.
Était-elle déjà là, à attendre patiemment qu'un univers veuille bien se donner le mal d'apparaître, afin de les rendre effectives? Mais que signifie attendre quand il n'y a pas encore de temps? Et où étaient-elles, ces lois, et d'où provenaient-elles, de quel empiré des idées pures qui auraient surplombé le néant? Alors il y a des physiciens, comme Lys Moline et quelques autres, qui expliquent que, plutôt que d'affronter ces terribles questions, pourquoi ne pas imaginer que les lois physiques résident au sein même de l'univers et, comme lui, évoluent au cours du temps, en une sorte de processus adaptatif de type darwinien. C'est-à-dire que les lois physiques, comme les lois législatives pour le coup, s'adapteraient à l'évolution de l'univers, comme les lois juridiques s'adaptent aux évolutions qu'on appelle sociétales. Et donc, pour eux, il y aurait une sorte de sélection naturelle d'ordre cosmologique des lois physiques qui permettrait à l'univers de changer au cours du temps ses propres lois d'évolution. L'univers s'adapterait en quelque sorte à son propre état, et ces lois physiques ne s'actualiseraient que lorsque les objets auxquels elles s'appliquent deviendraient effectivement présents. Les lois de l'électromagnétisme, par exemple, ne se seraient amorcées qu'avec l'apparition des électrons et d'autres particules électriquement chargées. En fait, c'est une idée qui avait été suggérée déjà par des philosophes, notamment par un Charles Peirce à la fin du XIXe siècle, qui accordait à tout instant du temps une singularité qui le distingue des autres, contrairement à ce que font les lois physiques, comme je l'ai expliqué. Chaque maintenant, dit Peirce, chaque maintenant pourrait être caractérisé par un certain état des lois physiques permettant de le distinguer de tous les maintenant qui l'ont précédé et de tous ceux qui le suivront. Chaque instant aurait sa spécificité avec ses lois propres. Évidemment, si vous croyez à cette hypothèse, ça ne clôt pas le problème, puisque ça pose de nouvelles questions qui sont redoutables. Existe-t-il ou non une métaloi qui pilote l'évolution des lois physiques? Si oui, cette métaloi évolue-t-elle elle-même? On le voit, la question de l'origine des lois physiques est toujours amenée à se déplacer, en l'occurrence de loi en métaloi en superloi, de métaloi en superloi, et de superloi en méta-superloi, etc. Autrement dit, dès qu'on envisage la question de l'origine des lois, on découvre qu'une régression possiblement infinie se profile à l'horizon. L'affaire se complique sérieusement. Peut-on imaginer qu'à l'origine de toutes les origines de l'univers, des lois universelles étaient déjà là, sans qu'il y ait encore d'univers où s'actualiser? Elles vivraient là en compagnie du seul néant. Mais un néant qui a de la compagnie, est-ce que c'est encore un néant? Voilà. Ça devient quelque chose que le néant ne peut pas être s'il est un néant. Bon, bref. Je passe tout ça parce que je vois que le temps passe. Juste pour finir, quand on parle de l'univers comme je viens de le faire, on en parle toujours au singulier. Bon. Mais en fait, c'est pas du tout évident qu'il n'y a qu'un seul univers. En fait, il y a deux problèmes dans notre univers qui sont soit des mystères, soit des énigmes. Le premier, c'est que l'univers est homogène. L'univers est homogène à grande échelle. C'est-à-dire quand on analyse, par exemple, ce qu'on appelle le fond diffus-cosmologique, le rayonnement fossile, qui a été libéré il y a 13 milliards d'années, on se rend compte que sa température est partout la même, dans toutes les directions. Or, vous le savez, pour que la température d'un milieu devienne uniforme, il faut que toutes les parties de ce milieu aient eu le temps d'interagir les unes avec les autres, de sorte que l'énergie ait pu se répartir dans ce milieu de façon équitable. Nous savons tous qu'un verre d'eau placé dans une pièce met un certain temps pour atteindre la température ambiante. Il faut qu'il y ait des échanges. Or, les calculs montrent que la période qui a séparé le Big Bang de la libération du fond diffus cosmologique, qui est longue de 380 000 ans, est trop courte pour que toutes les régions de l'univers aient eu le temps d'interagir, compte tenu de la vitesse de la lumière qui est finie. Dès lors, comment ce rayonnement a-t-il pu devenir homogène?
On pourrait évidemment postuler qu'il avait cette propriété dès le départ, mais un postulat ne saurait constituer une véritable explication. Et donc, le fait que l'univers soit homogène est une énigme. Il y a une deuxième énigme qui est que l'univers est plat. Alors plat, ça ne veut pas dire plan, ça ne veut pas dire qu'il est à 2 dimensions. Plat, ça veut dire qu'il n'a pas de courbure, à grande échelle. À grande échelle, l'espace a la géométrie d'Euclide. C'est-à-dire 2 droites parallèles ne se recoupent jamais, il n'a pas de courbure à grande échelle. Il a des courbures locales, le Soleil déforme l'espace-temps dans son voisinage, mais à grande échelle, si vous prenez 3 galaxies, elles forment un triangle, et la somme des angles de ces triangles, c'est 180 degrés, comme en géométrie euclidienne, alors qu'en géométrie courbe, ce serait plus ou moins que 180 degrés. Pourquoi il est plat? Alors qu'il aurait pu avoir une courbure négative, avec une infinité de valeurs possibles, ou bien une courbure positive, avec une infinité de valeurs possibles. Pourquoi c'est tombé sur 0? Alors, il y a des astrophysiciens qui ont tenté, dans une même hypothèse, de résoudre ces deux énigmes, qui s'appellent Alan Guth et Alexis Starobinsky. Ils ont publié leur article indépendamment l'un de l'autre. C'est la même idée qui a surgi en 2 endroits différents en 1981. Et c'est une hypothèse qui reste une hypothèse, mais qui permet, si elle est vraie, de résoudre les 2 problèmes. C'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est pas l'inflation du journal de 20 heures, c'est l'idée que, dans sa phase primordiale, l'espace-temps a subi une inflation considérable, impossible quasiment à se représenter, puisque ça voudrait dire que les distances auraient été multipliées par un facteur 10 puissance 50 en une durée de l'ordre de 10 puissance moins 32 secondes. Donc c'est pas ce qu'on appelle un train de sénateur. C'est l'idée que l'univers observable aurait acquis la moitié de sa taille en un temps très court, avant même le mur de Planck. Et ça permet d'expliquer les 2 propriétés dont j'ai parlé. Je ne vais pas parler de l'homogénéité, c'est un peu long, mais je vais parler de la platitude. L'idée, c'est qu'en fait, à cause de l'inflation, on est comme sur un ballon. Quand vous êtes sur un ballon, vous ne voyez autour de vous que ce qui est proche de vous, en tout cas ce que la lumière a pu vous connecter, ce avec quoi la lumière a pu vous connecter. Donc le ballon peut avoir une forme arrondie, mais si vous n'en voyez qu'une partie de la surface, vous pourriez croire qu'il est plat. Et l'idée de l'inflation, c'est que nous, on voit un univers plat, parce qu'on ne voit pas tout l'univers. On ne voit que l'univers dit observable, qui est une partie tellement petite que la courbure locale semble être nulle, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque on met cette hypothèse de l'inflation dans la théorie des supercordes, qui est une théorie par laquelle on essaie d'unifier la physique quantique et la gravitation, alors il apparaît que la théorie des cordes n'est plus la théorie qui décrit notre univers, mais la théorie qui décrit l'ensemble de tous les univers possibles. Et c'est ça qui a donné l'idée d'une existence de ce qu'on appelle des multivers. Et quand on met l'inflation dans les modèles cosmologiques, on s'aperçoit que chaque univers est une bulle qui naît d'une fluctuation du vide quantique. Notre univers, ce serait une bulle qui se déploie, expansion, il se refroidit, on redevient le vide quantique, nouvelle fluctuation, nouvelle bulle, etc. Et donc, dans un tel scénario, l'origine n'est plus du tout une singularité, c'est un truc parfaitement banal, c'est presque une rengaine. Le monde fabrique des univers à une cadence d'essuie-glace à mesure que se produisent des fluctuations dans le vide quantique. Mais ce qui est marrant, et c'est ça qui fait que beaucoup de gens en parlent, c'est que quand on regarde ces autres univers dans lesquels les lois physiques sont différentes et qu'on fait des simulations, eh bien, la vie ne peut plus y apparaître. Par exemple, si vous faites des simulations en imaginant que la constante de la gravitation est un peu plus forte que la valeur qu'elle a dans notre univers, et vous regardez comment le Soleil se comporterait si la gravitation était plus forte, si la gravitation est plus forte, la pression est plus grande, les températures augmentent, les réactions nucléaires de fusion sont plus rapides, et le Soleil épuise son combustible, l'hydrogène, avant d'avoir pu fabriquer du carbone. Donc il n'y a plus de vie. D'accord ?
Et donc, on peut se dire, les constantes fondamentales ont été telles que la vie est possible. Est-ce qu'elles ont été ajustées ou pas? Il y a ceux qui disent, Dieu, c'est un fameux bricoleur, il a fait les calculs, puis il a ajusté les constantes pour que la vie apparaisse. Mais dire cela, c'est ravaler le statut de Dieu à celui d'un ingénieur lambda, quoi. Donc il perd beaucoup de son prestige, il devient sacré bricoleur, quoi, pas plus. Et donc il y a la question de savoir si l'univers a des lois physiques si particulières qu'elles rendent la vie possible, et si oui, alors qu'est-ce qui a fait que les lois physiques sont ce qu'elles sont? Est-ce qu'on doit poser cette question? Est-ce qu'on doit se demander pourquoi est-ce que les constantes physiques ont la valeur qu'elles ont? Ou est-ce qu'on doit simplement prendre acte de leur valeur? Ça, c'est à vous d'en décider. Et je vous laisse le faire en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Étienne Klein, pour votre intervention qui pose beaucoup de questions, qui donne très peu de solutions. Voilà, mais nous sommes philosophes, donc nous sommes là pour ça. Et je vous avais promis au début de la conférence de vous expliquer à quoi sert le QR code. Voilà, pour que la revue puisse continuer à vivre, nous avons besoin de dons. Et ce petit QR code peut vous permettre de nous donner un petit coup de main. Voilà. Comme dirait un de mes neveux, j'ai fait un placement de produit, c'est ça? Exactement, voilà. Et sinon, en fait, on vous attend tous dans le foyer. Quand... Ah oui, pardon. Autant pour moi, il y a les questions avant. Je commence à avoir un peu faim, j'avoue. Est-ce que vous auriez des questions? Soyez spontanés. N'ayez pas peur de dire le faux pour nous mettre sur le chemin du vrai. Je vous passe la parole. Oui, alors j'ai une question qui est peut-être idiote, mais vous parlez des lois physiques, vous dites que ce n'est pas la même chose que les lois de la physique. Mais quand il y a une description mathématique d'une loi physique, cette description, est-ce que c'est une loi de la physique? Quel est le fin fond de la différence? Est-ce qu'elle ne devient que quand on a pu vérifier l'existence de ce qu'elle démontre, mais qu'on n'a pas encore observé? Alors, c'est pas une question idiote du tout, c'est une très bonne question. Ce qu'on sait, c'est que les lois physiques n'ont pas évolué depuis 13,7 milliards d'années. C'est-à-dire que même avec le JWST qui est entré en service il y a quelques mois, on voit des étoiles, et même des embryons de galaxies qui étaient là quelques millions d'années après le Big Bang. Et les lois physiques qui décrivent ces objets sont les mêmes qu'aujourd'hui. Or, ces objets, nous les voyons tels qu'ils étaient il y a 13,7 milliards d'années. Donc le fait qu'aussi loin qu'on regarde, les objets obéissent aux mêmes lois, veut dire que dans le passé, puisque nous ne voyons que le passé, ces lois étaient déjà les mêmes. La question de la variation des lois physiques, elle se pose pour, en gros, avant le mur de Planck. Mais pour après le mur de Planck, on n'a aucune raison de remettre en cause l'invariance des lois physiques. Autrement dit, notre physique d'aujourd'hui, le modèle standard de la physique des particules, il décrit parfaitement ce qu'on a observé au LHC en faisant des collisions avec des protons de quelques TeV d'énergie, ce qui correspond à des situations où l'énergie moyenne des particules était celle d'un moustique en vol, ce qui est énorme. Alors, en amont, dans le temps, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que les gens sont confiants dans le fait que les lois physiques sont vraiment, les lois physiques, pas simplement celles de la physique, sont invariantes par translation du temps. Il faut quand même avoir en tête que les propriétés observées du boson de Higgs, notamment ces modes de désintégration, sont exactement ceux qui avaient été calculés. Il n'y a pas eu d'adaptation. C'est quand même un coup dur pour les relativistes. Hein.
C'est un coup dur pour ceux qui disent que la physique est une construction sociale. Ou alors le relativisme, en fait, c'est une théorie du miracle. Finalement, il y a des gens qui disent ouais, la physique en dit plus sur les physiciens que sur le réel, ce qui est possible. Mais à ce moment-là, ça revient à croire au miracle. C'est qu'à chaque fois que ça marche, c'est qu'il y a eu un miracle. Ça fait vraiment beaucoup de miracles. Oui, merci beaucoup pour votre conférence, Monsieur Klein. Et je me posais une question en vous écoutant et en repensant à un de vos livres, en cherchant Majorana. Je retrouvais parmi mes notes ce que vous aviez dit dans le livre à propos du miroir et des deux contacts qu'on avait avec le réel. Et c'est comme si, au fond, penser n'équivalait pas à exister. Et qu'on était sous deux contacts différents, un contact brut et un contact en miroir. Et je pensais à une phrase de saint Paul. Ici, nous voyons comme en miroir. C'est une phrase d'une de ses épîtres aux Corinthiens, je crois. Bref. Et c'est intéressant, cette idée du miroir, parce que vous la développez en cherchant Majorana. Et dans le facteur temps ne sonne jamais deux fois. C'est bien que je repensais à ce que dit Kant dans la critique de la raison pure, quand il dit « l'existence, c'est une position ». En fait. Du coup, la question que j'ai à vous poser, elle est peut-être bête, mais voilà, c'est dans quelle mesure on peut penser un rapport de concomitance, enfin, comment on pourrait dire, quelque chose qui serait non pas disjonctif, mais en rapport entre notre mode d'existence et le réel. C'est vraiment ma soirée, hein. Non, mais sans plaisanter. Moi, il y a très peu de lois physiques qui ont été trouvées par induction, c'est-à-dire par observation directe de ce qui se passe, brutale. Il y a la loi d'Ohm, par exemple. Plus on met de courant dans un fil et plus ça chauffe. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a pu observer empiriquement. Mais toutes les lois physiques de la physique moderne, comme je l'ai dit, violent l'observation et ont été construites, découvertes, sans données expérimentales. Quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse », il a quoi comme données? On ne sait même pas mesurer la durée d'une chute. On ne sait même pas définir la notion de vitesse instantanée. Le calcul différentiel n'a pas été mis sur pied. Donc il n'a aucune donnée. Mais il réfléchit. Il fait ce qu'on appelle des expériences de pensée. Donc il s'écarte du monde. Il va se faire voir ailleurs. En posant des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Et c'est là que l'esprit humain devient nécessaire pour comprendre les lois physiques. L'observation ne suffit pas pour comprendre, d'autant plus qu'elle nous trompe sans cesse. Il faut trouver un stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fabrique des concepts par lesquels on est mieux armé pour interroger le monde empirique. C'est pour ça que Galilée, c'est un génie. Il a inventé à la fois la physique expérimentale et la physique théorique. Et évidemment, il s'est méfié de l'intuition et de l'observation. Il n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise, qu'on trouve malheureusement décrite dans certains manuels. Vous imaginez Galilée qui monte au sommet de la tour de Pise, 52 mètres, il laisse tomber des grosses pierres, des petites pierres, il convoque les aristotéliciens, qui voient comme tout le monde que les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres. Et les aristotéliens qui se moquent en disant « on vous l'avait bien dit ». Il n'a jamais fait cette expérience. Par contre, il a fait des expériences de pensée. Il y en a une qui est dans le discours sur Deux sciences nouvelles. C'est pas lui qui parle parce que il y avait l'Inquisition. Et l'Inquisition n'aimait pas qu'on dise que le vide n'existe pas. Donc il fait parler Salviati, qui est son ami florentin. Et Salviati invente une expérience de pensée qui démontre qu'Aristote ne peut pas avoir raison. Et d'ailleurs, on peut s'étonner. La loi d'Aristote de la chute des corps dans le traité du ciel, il dit un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif.
c'est quand même une loi qui a été enseignée pendant des siècles. Hein. C'est-à-dire que les gens disaient elle est conforme à l'observation. Mais même pas. Vous prenez un rocher qui est 10 000 fois plus lourd qu'un caillou. Vous les laissez tomber. Vous êtes sûr que le rocher va tomber 10 000 fois plus vite que le caillou? C'est une loi absurde. On la présente comme une loi qui est conforme à l'observation, mais elle n'est même pas conforme à l'observation. Donc Galilée, il fait une expérience de pensée absolument géniale, dans laquelle il dit ceci: supposons qu'Aristote a raison. Supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif. C'est l'hypothèse de départ. Donc ça veut dire que si je prends cette bouteille et ce verre qui est plus léger, si je les laisse tomber ensemble d'une certaine hauteur, la bouteille va tomber plus vite que le gobelet. Ça, c'est l'hypothèse. L'expérience de pensée commence quand il imagine qu'il va relier la bouteille et le gobelet par une ficelle, qui fait donc un système qui est plus lourd que la bouteille. Question, que se passe-t-il si je laisse tomber le système d'une certaine hauteur? Que dit Aristote, dont on suppose qu'il a dit la vérité? L'ensemble est plus lourd que la bouteille, toute seule. Donc l'ensemble va tomber plus vite que la bouteille toute seule. Vous êtes d'accord? Oui, mais pendant la chute, le verre qui tombe moins vite, il va tendre la corde et y faire parachute. Et donc le verre va freiner la chute de la bouteille. Donc Aristote, dans cette situation, il dit ça va tomber plus vite que la bouteille et moins vite. Paradoxe. Comment résoudre le paradoxe, dit Galilée? En disant que la bouteille tombe à la même vitesse que le gobelet. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. C'est ça le génie. C'est se mettre dans un monde contrefactuel pour comprendre le monde factuel. Et après, il faut expliquer comment une loi qui contredit l'observation explique l'observation. Et en gros, ce que dit Galilée, c'est que la gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse. Et si on ne les voit pas tomber à la même vitesse, c'est parce qu'il y a d'autres forces de la gravitation que la gravitation qui s'exerce quand les corps ne tombent pas dans le vide, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, et ce sont ces forces qui sont responsables des différences de vitesse qu'on observe. Et on avait tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Et c'est ça, moi, qui me fascine, c'est de voir que ces gens ont trouvé les lois sans données. Quand Einstein écrit les équations d'Einstein, de la relativité générale en 1916. Qu'est-ce qu'on connaît sur l'univers en 1916? Essayez de consulter les ouvrages. Les gens ne savaient rien par rapport à aujourd'hui. Ils ne savaient même pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Les nébuleuses, ils pensaient qu'elles étaient dans la galaxie, dans la Voie lactée. Ils ne savaient pas d'où viennent que les étoiles brillent. On n'avait pas découvert les forces nucléaires. Donc la cause, comme vous diriez, de l'émission de lumière par les étoiles, inconnue. En guise d'objets célestes, on connaissait les étoiles de nature inconnue, les planètes, bof, les météorites, ouais, les comètes, nature inconnue. Aujourd'hui, on fait de la cosmologie avec les équations d'Einstein, et on a découvert les pulsars, les étoiles à neutrons, les forces nucléaires, les trous noirs, etc. Et aucune de ces découvertes n'a remis en cause les équations d'Einstein. C'est ça qu'il faut interroger. C'est la puissance ontologique des équations qui sont nées de pensées contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si je tombais en chute libre, se demande Einstein. Il n'avait évidemment pas fait l'expérience. Il n'est pas tombé en chute libre dans le vide. Sinon, Et c'est ça qu'il faut interroger, c'est la capacité de l'esprit, de certains esprits, à comprendre le monde. Et aujourd'hui, il y a une chose qui m'agace un petit peu, c'est que on dit souvent que ce qui est important sont les faits. Les faits. Et quand les faits contredisent la théorie, il faut changer la loi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être parfois il faut changer la loi. Mais regardez, quand au XIXe siècle, on observe la trajectoire d'Uranus, on l'observe avec un télescope. On calcule la trajectoire à partir des lois de Newton.
Et on voit qu'il y a un petit désaccord. La trajectoire d'Uranus, qui est la planète la plus loin du Soleil, n'est pas exactement celle qu'on calcule. Ben, les gens n'ont pas dit la loi de Newton est fausse. Ils ont dit il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue, qui, si elle existe, par l'effet gravitationnel qu'elle a sur Uranus, explique l'écart observé. Ils ont fait des calculs et on a pu observer à l'endroit indiqué qu'il y avait en effet une planète qui s'est appelée Uranus. Donc Uranus a été découverte par le calcul, par le fait qu'on faisait confiance à la loi, contre l'observation. Un peu plus tard, 10 ans plus tard, les gens regardent la trajectoire de la planète Mercure, qui cette fois est la plus proche du Soleil, et là ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs que les équations de Newton sont les bonnes. Et ils voient que Mercure, qui tourne autour du Soleil, a un périhélie, le point le plus proche du Soleil dans la trajectoire, qui se déplace rotation après rotation. Très très peu, hein. 43 secondes d'arc par siècle. 43 secondes d'arc, c'est l'angle sous lequel on voit un cheveu sous une distance d'1 mètre. C'est vraiment un tout petit angle. Que disent les gens? Ils disent 43 secondes d'arc par siècle, c'est 0, quoi, on s'en fiche. Puis il y a ceux qui disent, non, c'est 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas 0. Donc on a parlé de l'anomalie du périhélie de Mercure. Et les gens se disent, on va refaire les mêmes calculs. Et c'est les mêmes, ici à Paris, Le Verrier, Arago, ils ont refait les calculs, en disant, il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue, qui explique le petit désaccord observé. Ils étaient tellement sûrs d'eux, qu'ils ont baptisé la planète avant qu'on la découvre. Ils l'ont baptisée Vulcain, qui est un nom qui ne vous dit pas grand-chose, parce que cette planète n'existe pas. Ils ont cherché, rien vu, il y a eu des milliers d'hypothèses pour expliquer comment une planète qui existe pouvait être invisible. Puis arrive un jeune homme qui dit, ce problème-là, c'est la preuve que les équations de Newton sont fausses. Ce jeune homme, il s'appelle Einstein. Et le premier calcul qu'il a fait en 1916, c'est le périhélie de Mercure, il a trouvé 43 secondes d'arc par siècle. Donc, vous voyez, quand il y a un désaccord entre une loi en laquelle on a confiance et des observations, il y a 2 solutions. Soit une solution ontologique, on dit qu'il existe un truc qui, s'il existe, rétablit l'accord, soit c'est une solution législative. Mais vous ne pouvez pas décider à l'avance laquelle des 2 solutions est la bonne. En ce moment, on a un problème qui s'appelle l'énergie noire, on a un autre problème qui s'appelle la matière noire. Quand on dit matière noire, on suppose que la solution est ontologique. On pense qu'il y a une matière qu'on ne connaît pas qui explique le mouvement des galaxies. Et on cherche. Et on ne trouve pas pour l'instant. Mais peut-être que la solution elle est législative. Peut-être qu'il faut changer les équations d'Einstein pour expliquer la dynamique des galaxies sans avoir besoin d'invoquer l'énergie noire et la matière noire. Mais personne ne peut dire à l'avance laquelle des 2 pistes est la bonne. Il faut chercher. Voilà. Oui. Oui. C'est une observation qui résulte d'une interprétation faite à partir des équations d'Einstein. Autrement dit, la façon dont vous interprétez une donnée observationnelle dépend du cadre théorique qui est votre référence. Par exemple, quand vous calculez la distance d'une galaxie, selon que vous supposez que l'espace est euclidien ou selon que vous supposez qu'il est courbé, vous n'avez pas la même valeur. Donc la théorie est une grille de lecture de l'observation. Il n'y a pas d'observation pure. Merci beaucoup, Étienne Klein. Merci à vous. Alors du coup, ce coup-ci, c'est la bonne. Donc on vous invite tous au foyer donc pour un petit cocktail. Vous pourrez acheter la revue et Étienne Klein dédicacera son dernier livre, Court-circuit. Voilà. Merci à tous.